Emmanuel Djibaou, monsieur le député, bonjour. Bonjour. Emmanuel Djibaou, le 7 juillet dernier, vous avez été élu député de la 2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie. Premier député kanak indépendantiste depuis les années 80, depuis Roch Pidjo. Vous êtes le fils de Jean-Marie Djibaou, leader historique du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, signataire avec Jacques Lafleur des accords de Matignon qui mirent fin à la guerre civile en 1988. 36 ans plus tard, le pays a basculé de nouveau dans la violence. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti depuis le 13 mai 2024 et votre lecture de ces événements? Je pense que 13 mai 2024, moi j'étais à Koné. J'étais jusqu'au 7 juillet directeur d'une direction qui s'occupe de la culture, de la condition féminine et du sport et des activités socio-éducatives. Donc moi, au 13 mai, on était, je pense qu'on était au bureau. Et puis au fur et à mesure que on a vu sur les chaînes d'infos passer les dégradations, la violence, les premières entreprises qui ont brûlé, la première chose qui est venue à l'esprit, c'était de penser à nos familles qui étaient sur Nouméa. Et puis les premières choses qu'on a fait, c'était moi j'ai demandé à mon fils de rester auprès de ma mère, qui était plus vers Lansvata. Lui, il était sur Dimbéa-sur-Mer. Donc c'est l'impression de revivre au travers des images et des chaînes d'infos, les images qu'on avait déjà vues en 84. Donc un sentiment mêlé de peur, autant que de colère aussi. Colère contre ce qui se passait, colère aussi contre tous ceux qui ont été les instigateurs de ce qui s'est passé. Une colère aussi contre moi-même aussi. Puisque au travers de ce qui s'est passé, j'ai ressenti, pour moi il y a une forme d'impuissance, en même temps que d'apaisement, je dirais. Parce que en étant au centre culturel Djibaou pendant plus de 10 ans, de 2012 à faire la tête du centre culturel Djibaou pendant 10 ans, jusqu'en 2022, je n'ai eu de cesse sur Nouméa de travailler au plus près de tous ceux qui ont cassé là. En faisant des appels à la mairie, en essayant de solliciter les provinces, la province sud en particulier. Et puis le quartier des mineurs au camp Est, où j'intervenais jusqu'en 2021. Donc voilà un peu sentiment de gâchis, puis aussi de gâchis parce que c'était déjà annoncé pour moi ce qui allait se passer. Et puis que dans le cadre de mon travail que j'effectue à ce moment-là, de 2012 à 2022, on a alerté les collectivités, et notamment sur les budgets qui étaient affectés à la culture, au social. Et au final, à chaque fois, vous voyez, la réponse était toujours d'un seul bloc, où on disait il faut faire des économies.
Triste parce que on a perdu des vies, on a perdu des projets de vie, on a perdu aussi du temps à se focaliser peut-être sur des objectifs qui étaient peut-être plus politiciens. Et puis on a laissé une part de nous-mêmes de côté. Je dis parce que je me sens responsable de ce qui s'est passé autant que je peux là où je suis, parce que je me dis que si j'avais eu leur âge, je serais peut-être vraisemblablement et certainement à leur côté. Ayant grandi aussi dans les quartiers, après avoir terminé le collège à Panimier, j'étais au lycée Blaise Pascal à Nouméa. Et tout ce qui s'est passé là, voilà quoi, avec mes frères, on a fait partie de cette jeunesse-là, qui a volé dans des magasins, volé dans des maisons, volé des voitures. Notre seule chance finalement, c'est d'avoir eu l'opportunité, rappeler à chaque fois, tous les samedis, il faut aller au champ, et puis tous les dimanches, aller à la prière, dimanche matin. Donc à chaque fois un cadre dans lequel finalement on a pu grandir. Donc c'est là où je me dis que c'était un gâchis ce qui s'est passé le 13 mai, puis en même temps une alerte. Parce qu'à mon sens, si on ne tire pas les leçons du 13 mai, ce qu'on a vu là, c'est rien par rapport à ce qui pourrait arriver encore. Moi, c'est ça que je pense profondément. Et que la défiance du politique, elle est certaine dans ce qui s'est passé. La défiance des institutions, elle est évidente aussi. Je parle d'institutions, je parle aussi de la coutume autant que du rapport au sacré, puisqu'on a brûlé des églises. Donc le pays, il a la fièvre, quoi. Mais pendant plus de, je pense, 10, 20 ans, il y avait à chaque fois des indicateurs qui marquaient que la société n'allait pas bien, en particulier la société kanak, et au-delà de la société kanak, la société océanienne. Par la consommation des psychotropes, les accidents de la route, la délinquance, le fait de se retrouver finalement rejeté de part et d'autre. Quand on est kanak, d'arriver en ville, c'est pas chez nous, on nous fait bien sentir que c'est pas chez nous. Puis quand on remonte à la tribu, en ayant grandi en ville, on se dit que on se sent pas chez nous. Et pour autant, nos références sont là. Et là où ça a brûlé, je pense que c'est là où finalement la problématique elle est posée aujourd'hui comme elle a été posée en 1975. Moi, c'est à ça que j'ai pensé le 13 mai. C'est que la revendication identitaire d'exister, de faire exister son océanité, sa kanakitude, ou je ne sais pas comment on dit, mais le fait d'être insulaire dans la ville de Nouméa, ben c'est logique que ça s'exprime à un moment donné à partir de cet état de fait où cette identité-là, elle était constamment reniée. Et le reniement, c'est aussi renier des principes fondamentaux sur lesquels notre identité elle est assise, quoi. Mariage, deuil, naissance, autant que la solidarité, autant que la considération pour nos rites. 13 mai, moi, c'est ça que j'ai pensé. J'ai pensé à l'héritage de la paix qu'on a cramé dans les carcasses des voitures. Et au final, je ne sais pas quoi dire d'autre, hein, sinon que la première chose que j'ai pensé, c'était comment je peux, une fois avoir passé les constats, m'être assuré de la sécurité de mes proches, voir dans quelle mesure je pouvais agir, quoi. Donc c'est un petit peu ça mes premiers ressentis. Comment on en est arrivé là? Comment on se retrouve face à 10 000 jeunes sur une ville de 100 000 habitants et face à une telle violence? Je sais pas comment on en est arrivé là.
Pour moi, c'est logique ce qui s'est passé. C'est logique. C'est la logique même de la vie à Nouméa. L'exemple que moi je partage, c'est celui d'un gamin de Tuban qu'on avait interrogé pour savoir pourquoi il a brûlé les écoles. Il disait comment je peux cautionner une école qui ne raconte pas mon histoire. Après, sur la violence, il ne faut pas se voiler la face. Hein. La violence, elle n'est pas que le 13 mai, elle est tous les jours, depuis qu'on arrive au monde. Où on ouvre la télé, il y a la violence. Après, c'est quand on se rend compte qu'elle touche des intérêts aussi dans notre pays. Elle touche des familles, elle touche le monde de l'entreprise. Et on se disait à un moment donné que c'était des choses qui étaient préservées, qu'on avait réussi à capitaliser. Mais je pense que c'est la logique. Hein. Après, le fait de la violence en soi, c'est logique parce que pour avoir travaillé aussi avec le camp Est, avec le SPIP, avec le service de probation, là, et puis la DPJEJ, qui s'occupe de la protection des jeunes. Je dirais que c'est notre force, la force d'un pays, c'est la jeunesse. La force d'une tribu, c'est ce que nous on dit à la maison, c'est les jeunes. À partir du moment où cette force elle est laissée sans contrôle, il arrive ce qui est arrivé le 13 mai. C'est logique, hein. Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut dire dessus. Et que si on regrette après le fait que ce soit exprimé de cette manière, c'est aussi, comment je dirais ça, je dirais, la révolte elle est légitime pour moi. Elle est légitime parce qu'à partir du moment où les gens ils se sentent exclus, ils sont obligés de témoigner, peut-être de manière, la manière qu'ils ont eue là, violente, de casser tout. Mais la révolte elle est salutaire si on est capable de l'assumer et puis de prendre ses responsabilités sur les écueils qui ont fait qu'elle s'est retrouvée mise de côté. Pour moi, quand j'étais dans les quartiers à Nouméa, le seul cadre pour moi, c'était ma mère et la BAC. Il n'y a pas d'autre cadre. Un peu les responsables sportifs, puisqu'on s'est inscrit dans des clubs, ou un peu les responsables du quartier. Mais celui qui était le cadre le plus au-dessus, c'était la BAC. Hein. Et je dirais que c'était, à un moment donné, de voler, pour moi, c'était un jeu. C'était un jeu. Jouer avec la police, jouer avec le regard aussi, qui était celui qu'on avait sur les jeunes Kanaks. Je me souviens quand on est arrivé du collège à Pointe-Dimé, puis on est arrivé au lycée là-bas, et les premières choses qu'on va, c'est aller dans les magasins. On part se baigner à la mer à Lanzouata. Et puis la première chose qui remarque qu'on est différent des autres, c'est que quand on rentre dans un magasin, on est suivi. Quand tu as 15-16 ans, tu t'amuses de ça. Tu te dis, mais pourquoi il me suit moi et il ne suit pas les autres? Et du coup, on rentrait, moi avec mes 3 petits frères, on rentrait dans les magasins et puis on avait juste avec 20 francs ou 50 francs pour acheter un PK, là, un chewing-gum. Puis quand on rentre, on arrive dans le magasin, on se sépare. Du coup, la personne, elle suivait qu'une seule. Puis pendant qu'on ressortait avec un PK, les autres fauchaient des paquets de Delta, des paquets de Tip Tab. C'est pas bon de dire ça, mais c'est la réalité. Et finalement, le rôle qu'on a projeté sur nous, on l'a pris avec, avec amusement. On a pris avec amusement et puis on a commencé par ça et puis après on est monté au fur et à mesure.
parce qu'on se sentait aussi exclu. Le rêve qu'on avait, moi, avec mon petit frère, qui est aujourd'hui incarcéré, c'était de... C'est un rêve de jeune, quoi. De circuler en cabriolet sur la Lance Vata en écoutant de la musique Kaneka. C'était ça notre rêve. Parce qu'on se sentait à chaque fois exclu de ce monde-là qui nous oblige à être des consommateurs, qui lamine complètement nos principes de communauté, où on n'a pas le droit d'être finalement. On est à chaque fois contraint et forcé de suivre un modèle qui ne nous correspond pas, mais qui est la seule vocation de réussite quand tu habites à Nouméa. Alors, la chance qu'on a eue, c'est d'à chaque fois mettre les mains dans la terre. Et tous les ans, faire les chants d'igname, rappeler la solidarité, la communauté, le fait d'être avec mes autres frères de Neuta, à Poneroa, puis mes autres frères de Yengen, qui logeaient dans la maison. À chaque fois, on se faisait rattraper par cette communauté où on respecte la terre, où on respecte l'esprit, où on respecte le silence. Puis dès que ça se terminait, on se retrouvait, quand on revient à la ville, quoi, on se retrouvait à chaque fois embarqué dans un flux qui n'a pas de... qui n'a pas de cadre, qui n'a pas de force, qui a de la force, mais qui n'a pas de cadre. Et à chaque fois, c'était un jeu pour nous de voler. Mais avec la défiance à chaque fois de dire, je dis maintenant, mais c'est ce que je pensais à l'époque, de faire la nique au système, quoi. Faire la nique au système. Et c'est ce que j'ai pensé à ce moment-là. Et puis à chaque fois que j'allais dans un magasin ou après dans des maisons aussi, de dire que si nous on n'a pas droit à ça, comment eux ils peuvent avoir le droit alors que nous on est les gens d'ici, on n'a pas accès à ça. Alors on peut dire la valeur travail, mais la valeur travail pour nous c'est une valeur qui est celle de la communauté. Ou celle on travaille pour un effort collectif, la valeur du service aussi, de donner sans attente de retour. Je ne sais pas si ça a vraiment sa place dans la ville aujourd'hui, mais en tout cas, au moment où on faisait ça, c'était aussi le fait de prendre et puis de partager. Il n'y avait pas d'autres prétentions que ça. J'ai retrouvé ça aussi au quartier des mineurs, autant qu'avec ceux qui étaient majeurs au CANES. Là. Par exemple, Rocky, là, Banane, ou à mi-temps. C'est un garçon avec qui j'ai travaillé aussi. Mais quand tu parles de violence, tu vois que nos jeunes sont tourmentés. Ils sont tourmentés et puis ils sont en colère. Ils sont en colère de se retrouver exclus. Et les réponses qu'on leur formule à chaque fois, c'est triste, hein, mais c'est ce qu'on entend beaucoup. Il faut les ramener à la tribu. Bon, voilà, c'est un peu comme si notre existence à Nouméa, elle est reniée même par nos gens, par nos familles, qui projettent aussi sur nous un fantasme qui est le fantasme du colon. Où quand autrefois, à 18h, on tirait le boulet de canon, et puis les Kanaks devaient sortir de la ville de Nouméa. Moi, c'est quelque chose que mes grands-pères ils m'ont raconté. Et puis c'est de manière un peu... Enfin, c'est prouvé hein, aujourd'hui par la science que ces traumas-là, ils se transmettent dans les gènes aussi. Et le fait de voir réapparaître au travers de la violence qui s'est exprimée le 13 mai, ces schémas-là, c'est ce qui fait que je dis que c'est la logique du système dans lequel on est aujourd'hui, pour lequel on a des leviers politiques, de famille, mais qui sont
je ne pense pas qu'il soit assez puissant pour faire évoluer finalement les mentalités de ceux qui président à la performance, à la productivité, à la consommation. Nous, on n'est pas dans ce monde-là et pour autant, c'est celui dans lequel on vit et dans lequel aussi on prend une part. Et moi, j'ai pris ma part à ce moment-là en disant peut-être c'était violent, peut-être les gens n'ont pas compris, peut-être. Mais d'une manière ou d'une autre, si la révolte, elle s'affirme, c'est qu'à un moment donné, ça n'est plus que le seul moyen d'expression. Cette jeunesse, elle exprime l'échec d'une société qui n'est pas advenue, de deux mondes qui, on dirait, malgré tous les efforts, malgré tous les accords, malgré tous les contrats de développement, finalement, c'est quoi le constat? Est-ce qu'on est incapable de faire société entre communauté kanak et non kanak? Est-ce que ce sont deux mondes qui sont voués à ne jamais pouvoir faire société? Et puis quelque part, c'est la faute de qui? C'est la faute de l'État français? C'est la faute de nos propres responsables qui entretiennent aussi ce genre de distance entre deux mondes? Est-ce que c'est la faute d'un système politique binaire dans lequel on est habitué à être quand même dans la confrontation de nos identités différentes? Est-ce qu'on cultive cette différence? Est-ce que c'est la faute de chaque citoyen qui doit quand même penser à faire sa propre introspection et de se demander s'il a fait l'effort suffisant pour aller vers l'autre? Est-ce que c'est la faute de la coutume qui ne se met pas à jour par rapport aux enjeux du monde et qui ne s'adapte pas à l'urbanité? Enfin, on entend dire on est tous responsables, ok. Mais ouais, où se situe l'échec initial de tout ça? Moi, je dirais que la problématique, elle n'est pas de renvoyer comment dire, je dis par exemple pour la coutume, de renvoyer la coutume à la faire exister dans la ville. La coutume, elle existe déjà dans la ville. La société kanak, elle existe déjà dans la ville. Mais elle existe pour elle-même. C'est que si on doit faire société, il faut exister aussi ensemble, pour les autres. Se mettre au service des autres. Là, on ne se met pas au service des autres. À quel moment on se met au service des autres? Nous, moi, je suis chef de clan. Dans ma tribu, il y a 7 clans. Une fois dans le mois, on se retrouve et on fait les travaux en commun. Parce que c'est ce qui fait la solidarité autrement que par celui d'assister aux cérémonies coutumières des uns et des autres. C'est celui de manger les ignames ensemble. Déjà, celui de manger ensemble. C'est ça qui fait, on dirait que c'est un élément en tout cas qui participe du faire société. C'est le projet que j'avais... Enfin, quand tu poses la question de qui est responsable, tout le monde est responsable et puis en même temps personne, quoi. Mais la problématique, c'est pas... Pour moi, c'est de quelle place la ville elle accorde à l'océanité. Si, je sais pas moi, si aujourd'hui ça existe un endroit où on peut se retrouver pour quelques endroits, comme la place des Cocotiers, mais c'est ouvert. Nous, pour préserver la force, à chaque fois, il faut que ça soit... Nous, c'est une case. Hein. Les fondements de notre société, l'architecture traditionnelle et la représentation du monde, c'est le ventre, c'est la matrice originelle. C'est là où on garde la puissance. Aujourd'hui, tout est ouvert. Et tout est fermé en même temps. Mais chacun est séparé les uns des autres, les quartiers sud, les quartiers nord. Et même dans ces séparations, c'est bien marqué le fait qu'on ne se mélange pas. Donc, on ne se mélange pas parce que on reproduit aussi des modèles qui sont les modèles d'urbanisation qui existent ici. Enfin, si vous allez à la baie des Citrons, enfin voilà quoi, c'est Nice quoi. Non plus que les palmiers, c'est la promenade des Anglais. Très bien. Ça correspond à un modèle. Mais c'est pas celui auquel nous on aspire.
C'est là où je pense aussi que le paradigme dans lequel la société elle s'est engagée à partir de 88, c'était la perspective d'intégrer l'économie pour, je dis pour les Kanaks, hein, intégrer l'économie pour faire valoir la légitimité du combat pour l'indépendance dans le processus d'émancipation, autant que de reconnaître l'identité kanak au cœur de la ville, le CCT, Centre culturel Chiba. Mais la chance qu'on a eue, c'était 88, hein, et que c'était marqué dans les accords politiques. Parce que si ça n'avait pas été marqué, qui se soucie de notre identité? Le fait de... Enfin, l'idée de faire société, c'est essentiel, c'est vital. C'est pas parce qu'on vit sur la même île qu'on vit ensemble, c'est faux. C'est totalement faux. Une des remarques que j'ai pu trouver sur la route, quand on cherche la responsabilité, je ne cherche pas de responsable, mais c'est juste des éléments qui sont des indicateurs aussi de cette aliénation. C'est l'école, le projet éducatif calédonien. Un exemple, c'est la nouvelle école, les fondamentaux de l'enseignement de la culture kanak. Le truc, c'est 98, accord de Nouméa. Ce projet-là, il arrive en 2016. Voilà. Ça veut dire qu'entre 98 et 2016, la culture kanak, point un goût, hein, il n'y a pas. Donc, c'est là où... Et puis avec les résistances que l'on connaît aussi. Ben, il y a des résistances, mais après, il faut savoir quel type de société on promeut. Nous, la société kanak et océanienne, c'est une société de communauté, c'est une société de partage. C'est ce qui a amené le code minier, partage de la ressource. C'est ce qui a été validé politiquement en 98, l'accord de Bercy. Le fait que les gens qui sont en Calédonie, c'est à eux de maîtriser la ressource d'une, et c'est aussi à eux de maîtriser finalement la perspective dans laquelle on construit le vivre ensemble. En répondant à ta question tout à l'heure, j'étais en train de penser à la statue des deux vieux. Donc ça, c'est une discussion entre Madame Lagarde et puis ma mère. Et après, ma mère lui a dit, elle voulait le faire, je crois, en 2022, je crois, ou dans cette période-là. Et puis la vieille, elle lui a dit, non, il ne faut pas faire là, parce qu'il y a la consultation. Sinon, ça va être réutilisé, machin. Ils ont fait après. Mais même sur ça, hein, nous, le conseil des clans de la tribu, nous, on a été. Avec tous les danseurs. Toute la tribu, il n'y avait plus personne. Il y a juste un ou deux vieux qui sont restés pour s'occuper des bêtes, tout ça. Et puis qui étaient fatigués. Toute notre tribu, on est descendu pour célébrer la volonté de vivre ensemble. Et la poignée de main qui a été célébrée à ce moment-là, moi, j'étais au centre, on a participé au truc avec le conseil des clans, on a amené notre danse, on a voulu aussi rappeler que nous, on est toujours dans la construction du nous. Et la poignée de main, pour nous, c'est pas en rien on renie nos engagements, mais on chemine ensemble. C'est une poignée qui est là pour se dire bonjour, mais autant une poignée qui est aussi là pour se soutenir dans la difficulté, comme dans les jours de gloire, comme dans les jours de défaite, quoi. Moi, c'est ça que... On a été critiqué, hein. Notre famille, notre tribu, par des indépendantistes, Ils ont dit, vous allez utiliser encore l'image du vieux, il serre la main d'un fasciste. Je dis, mais le vieux, il n'a pas renié ses engagements et Jacques Lafleur n'a pas renié les siens. On croit à un projet de société. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes dans Nouméa, c'est le seul édifice public qui célèbre le vivre ensemble. En dehors des fêtes de 14-18, où on n'est juste que des épitaphes sur des plaques de marbre.
la liberté, pour moi, c'est ça, c'est d'être capable de prendre ses responsabilités. Quand tu questionnes qui est responsable, pour moi, il y a une part du projet éducatif qui continue à ne pas raconter notre histoire. On a l'impression qu'on veut former des petits Français. Certes, on est Français, mais il faut aussi raconter l'histoire du Pacifique. Qu'on est océanien en premier lieu et puis qu'on est sur une terre kanak en particulier. Et que c'est les remarques qu'on a formulées à la présidente de la province sud, hein, quand elle avait mis en place les cours, l'obligation des cours d'anglais là pour les petits. Et puis on a reproché, mais pourquoi vous apprenez pas, c'est quoi l'objectif d'obliger les gens à apprendre l'anglais? Elle dit, c'est l'ouverture au monde. C'est ce qu'on lui a dit, mais avant de s'ouvrir au monde, il faut d'abord s'ouvrir aux gens du pays. Qu'on soit kanak, parce que nous, on n'a pas d'autre patrie. Et puis pendant 3000 ans, l'humanité qui s'est forgée au cœur de cette terre calédonienne, elle a aussi vocation à être partagée avec les autres. Là, aujourd'hui, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Très bien, hein, mais nous, on continue à croire que notre terre, c'est une terre de diversité. Il y a 27 langues, plus le français, plus le wallisien, plus le foutounien, plus le bislama, plus le viet. Donc, c'est ça notre règle. Et, sur la question des causes, pour moi, elles sont aussi là-dedans. Le fait de pouvoir déconstruire les modèles dans lesquels la colonisation, elle nous a enfermés. Tu vois, le projet que j'avais fait en 2022, sur 2022 ou 2023, non 2022, ou 2020, sur la case Mara, le film que j'ai réalisé avec Nounen Louepak. Mais il partait de ça aussi, de refaire la toiture, la chaume de la case de Djoubéa. Et puis j'ai été questionner les autorités coutumières là-bas pour le vieux Bami, Kamwanji, les propriétaires fonciers, pour leur demander, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie que les autres communautés, elles rentrent à l'intérieur de la case et qu'elles mettent quelque chose dans le panier sacré pour que nos imaginaires se rencontrent. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, finalement, le seul endroit en dehors de la place de Kowenjoka, la place de la paix, où ces imaginaires se rencontrent, c'est le centre culturel Chibaou. Donc le vieux, il m'a dit, mais c'est bon ton idée, Manou, il faut faire. Puis j'ai cheminé, j'ai été voir les frères indonésiens, les Faipoulés en bas wallisiens, et puis quelques-uns des Tahitiens et la communauté arabe, descendants de Kabyle, à Nessadiou. Et j'étais content. Et puis on a fait cette grande cérémonie. Et là, au milieu du tumulte, hein, parce que c'était au moment de USUP, usine du Sud, usine pays, là, où il y avait des blocages partout, on a réussi à faire que les gens se parlent à un moment donné. Mais voilà, c'est ça ma pensée. Quand je dis Mara pour le projet du film, là, c'est parce que dans l'idée, c'était que quand on marche, Mara, on relève la tête, on regarde. Et quand on donne le geste de bonjour, on regarde ses pieds. On dit où le menon dans ma langue pour faire le geste de bonjour. Et ce que tu dis, c'est tu dis d'où tu viens. Et tu dis pourquoi tu arrives. Et celui qui t'accueille, il fait la même chose. Il dit d'où il vient lui et pourquoi il t'accueille, ce que tu vas trouver chez lui. Et Mara, c'est ça. Pour moi, Mara, c'est que tu relèves la tête. Nous, on a fait que regarder nos pieds pendant la colonisation avec les boulets à nos pieds, les fers. Et puis là, aujourd'hui, c'est le temps où il faut relever la tête. Il faut regarder celui qui est à côté. Et moi, mon rêve, c'était celui-là quand j'ai fait ce projet-là. C'était que quand on pénètre à l'intérieur de la case du Sud, du centre culturel Chibaou, symbole pour moi de l'identité, symbole aussi de la décolonisation, que quand il rentre, il regarde là où le panier est sacré, là où le poteau central il est posé, là où il y a le panier, là où l'ensemble de la charpente elle est posée, là où est enchâssée la flèche fêtière, c'est là où on dépose nos médicaments, nos forces.
Ben, moi, mon idée, c'était ça, c'était que les communautés déposent leurs objets à l'intérieur et qu'on puisse communier dans cet endroit-là et qu'on puisse relever la tête. Donc c'est ça, pour moi, l'idéal qu'il faut arriver à faire et qu'on arrête, parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on continue à avancer tête baissée dans des modèles qui ne nous correspondent plus. Il faut relever la tête. Relever la tête pour regarder ceux qui sont autour de nous et puis cheminer ensemble. Moi, c'est ça mon rêve et ben, je convie tous ceux qui regardent la vidéo à aller chercher sur Internet ce film-là, Mara, relever la tête. Ça veut dire relever la tête en langue Fouaï. En Fouaï, ça veut dire relever la tête. Ouais. C'est le nom de la liste que mon père avait tirée en 77 à Yengen. Pour dire aux gens, après la colonisation, il faut relever la tête. Aujourd'hui, voilà, passer le deuil, il faut relever la tête et puis faire face. Donc moi, c'est mon idée, puis c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que j'ai fait dans l'engagement pour la législative. Là. Oui, mais alors justement, j'allais en venir à ça parce que, donc tu l'as rappelé, avant ça, tu faisais pas de politique, tu avais esquivé, enfin, d'ailleurs, si tu en faisais, mais est-ce qu'on faisait plus de la métapolitique? Tu faisais pas de la politique au sens strict où on l'entend, mais tu faisais déjà un peu de la politique d'une certaine façon, de façon culturelle, on va dire. C'est ça. Mais effectivement, tu n'étais pas engagé, tu n'étais pas responsable politique. Et durant la campagne, on a rapporté ces propos que tu as tenus. Je garde espoir avec ceux qui croient encore au nous. Et pour cela, il est nécessaire de reprendre le chemin du dialogue. Et en fait, chaque terme est intéressant. Le chemin du dialogue et le dialogue, on va en parler juste après, dans ce que ça signifie en termes de reconnaissance et de réconciliation. Mais d'abord, je vais m'arrêter sur le nous, justement. Parce que je vais t'épargner toutes les questions institutionnelles que j'avais prévu de te poser. C'est quoi la feuille de papier à cigarette qu'il y a entre autonomie étendue et indépendance avec partenariat? J'en ai parlé avec le sénateur Naturel, on en parlera avec d'autres juristes, mais j'ai l'impression que le nœud qu'on a du mal à défaire, il se situe autour de ce nous justement. C'est quoi ce nous? À quelle identité elle doit se raccrocher? Qu'est-ce que tu entends quand tu dis nous en fait? Je dis nous parce que ça vient de la langue aussi. Tu vois, quand tu dis dans la langue, à Yengen, il y a deux nous. Il y a le nous inclusif et puis le nous exclusif. C'est deux mots. Nemi, nei. Donc, moi, c'est celui qui est inclusif que je défends. C'est celui où on conjugue ensemble. Et quand tu me demandes d'expliquer, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est simple. Qui est simple parce que c'est quelque chose que l'on utilise tous les jours, nous les Océaniens. Alors, je te donne un exemple. Moi, je suis à Tiedanit. Il y a 3 km en aval, c'est Kavach. Nous, on parle Pindje, eux, ils parlent Nemi. J'amène une coutume. Si je dois, quand j'ai amené ma frangine se marier à Maré, ben, moi, je suis adopté à Kavach, je prends ma coutume à Tiedanit, Pindje, je vais voir à Kavach. Et voilà. J'amène là-bas, c'est mon grand frère qui va prendre la coutume. Et puis après, on va descendre, trouver mon petit frère qui est en bas au bord de mer. Eux, c'est Fouaï, c'est notre langue. C'est Pidgé, Nemi, Fouaï. Donc nous trois, là, on se retrouve avec mon grand frère, Jean-Philippe, puis Joël en bas au bord de mer. Ben, quand j'amène là-bas chez le vieux, c'est déjà plus la coutume de Tiedanit, c'est la coutume de Kavach. Mais c'est toujours nous. Après, quand j'arrive en bas au bord de mer, trouver les oncles utérins de mon père, on mélange ensemble. C'est plus la coutume ni de Kavach ni de Tiedanit, c'est la coutume de Fouaï, parce que c'est lui qui la porte. On descend trouver mes tontons à Ponérin. C'est plus la coutume des gens Yengen, ça devient la coutume des gens de voilà, la communauté d'alliance entre le clan de mon père et le clan de ma mère. J'arrive à Maré, chez mon beau-frère, c'est même plus ni Yengen, ni Ponérin, ni Kavach, c'est Mec, les grandes terres, qu'on fait la coutume. Je dis, c'est toujours le nous qu'on met en avant. Dedans, il y a les alliances, il y a des Européens, il y a des Javanais, il n'y a qu'une seule parole qui sort.
mais dans lequel tout le monde converge vers un seul esprit. C'est ça le nous que, si je devais l'expliquer à mon fils, comme je te l'explique à toi, ben, c'est celui-là que nous on promeut, où on garde chacun nos spécificités, mais à l'occasion de nos rencontres, ben, on communie ensemble pour finalement ben, conquérir les circonstances de la vie, ce qu'on traverse. C'est ça le chemin du nous. C'est ce que nos vieux ils ont ouvert en 83, au moment où ils sont venus discuter de... Ils sont partis avec une feuille de route. Jean-Marie Tjibaou, Gabriel Païta, Paul Naporéa, Edouard Wapaé et puis Eloi Machoro, tout ça, Front indépendantiste. Ils sont venus à la rencontre du secrétaire d'État Lemoine, avec les gens de la FNSC, le vieux Taïeb, Gaston Morlet, Stanley Kamerlingh, tout ça. Et puis nos compatriotes loyalistes, Jacques Lafleur. Il y avait une représentation coutumière, Hilarion Vendégou, Francois Ouzou aussi. On parle de Nainville-les-Roches. Nainville-les-Roches. Ils sont arrivés là-bas pour aller. Ils sont partis avec les vieux, ils ont dit mais vous allez chercher un calendrier pour l'indépendance. Ils sont revenus avec quoi? Avec les victimes de l'histoire. Voilà. D'accord. La reconnaissance du droit à l'autodétermination et le fait de reconnaître ce droit à l'autodétermination aux autres. On a ouvert aux autres ce droit à l'autodétermination. Ça veut dire qu'ils font de partie de nous autant que nous, on fait partie d'eux. Pour l'instant, je suis certain que nous, on a ouvert ce chemin-là. Mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aujourd'hui de nos compatriotes qui veulent pas que nous, on fasse partie de ce monde. Nous, on a ouvert ce droit et quand il y a eu la 3e consultation, on s'est retrouvé exclus. On a dit, si nous, on doit conquérir notre liberté, parce que les Kanaks n'ont pas participé, enfin les indépendantistes n'ont pas participé à la 3e consultation référendaire. Mais comment on pourrait participer à cette conquête de la liberté si déjà ce pourquoi on se bat, c'est le respect de nos principes fondamentaux, les rituels de deuil, mariage, naissance. On n'a pas pu faire les deuils pour le Covid. Je veux dire, on ne va pas aller chercher un drapeau alors qu'on n'a même pas fait les coutumes pour tous ceux qui viennent de partir. C'est ça le fait de l'aliénation, le fait des reniements successifs. On peut dire que c'est la faute de l'État, on peut dire que c'est la faute des loyalistes. De toute façon, la revendication, elle reste. Et que nous, enfin moi en tout cas, c'est ce sur quoi je me suis engagé, c'est de continuer le chemin avec ce nous, ensemble. Ça va peut-être mettre un peu plus de temps, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de cheminer, c'est d'être engagé dans des dynamiques. Je pense que c'est aussi amener la réflexion, parce que la libération pour les Kanaks tout seuls, ça, moi je dis mon avis, hein, ça ne m'intéresse pas. La libération, c'est pour tout le monde. C'est ça, le relever la tête, là, Mara. C'est faire que si nous, pendant longtemps, on a regardé nos chaussures, on a relevé la tête, nous. Mais si les autres, ils continuent à regarder leurs chaussures, ils sont toujours colonisés dans leur tête. Donc c'est là où le nous, il est intéressant, le nous inclusif, parce qu'il participe de ce que la libération, elle doit aussi être assumée par les autres. Et pour pouvoir l'assumer, ben, il faut que celui qui a été le responsable de la colonisation ben, assume aussi sa part. Bon, c'est bien les préambules, hein, mais derrière, c'est aussi des engagements où on doit poursuivre le processus. Moi, c'est ce que je pense. Et ben, c'est ce pourquoi je me suis engagé finalement. Parce que, comme tu l'as dit, je n'ai pas de mandat électif. Moi, le seul mandat, c'est juste chef de clan. Et ma manière de travailler, c'est ça. Mais alors justement, ce nous inclusif, ça me permet de revenir à ta profession de foi pour les élections législatives qui finissaient comme ça. Makanaki, Nouvelle-Calédonie, donc déjà Makanaki, Nouvelle-Calédonie. Il faut connaître son histoire pour se reconnaître en homme nouveau, se reconnaître en homme libre pour renaître en frère. L'idée sous-jacente qu'il y a derrière ce rêve, et finalement c'est quoi? C'est une identité kanak à partager entre tous?
Est-ce que l'idée, c'est que, parce que du coup, je me replonge dans les écrits de Pierre de Clercq et j'essaye un petit peu de comprendre c'est quoi ce fameux rêve et cette fameuse identité à partager entre tous pour se reconnaître en œuvre libre et renaître en frère. Je dirais que si on doit se reconnaître en frère, c'est un des principes de la coutume, il faut se connaître soi-même. C'est parce qu'on se connaît soi-même, qu'on connaît son histoire, qu'on est capable de la partager avec les autres. Moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que la connaissance du bagne, par exemple, c'est jusqu'en début de cette année. Le dernier bouquin de Louis-José Barbançon sur l'archipel des Forçats. Il montre qu'encore aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui ne connaissent pas leur histoire. Et qui... c'est pas volontaire. C'est le fait de la colonisation qui a laminé ces identités multiples et qui finalement aujourd'hui les empêche d'assumer la libération de leurs conditions. Moi c'est ça ce que je dis, c'est pas un rêve, c'est ma réalité que nous, le peuple kanak, on a vécu et qu'on a transformé. Et comme je disais, c'est que la libération pour moi tout seul, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse que si c'est partagé avec les autres. Puisqu'on se doit de cette fraternité quand on est compatriote calédonien. Mais la fraternité, c'est juste une opportunité de pouvoir à chaque fois construire un nouveau rapport à l'autre, quoi. Et aujourd'hui, quand je parle d'un rêve, pour moi c'est une réalité qui est de fait dans les tribus. Le fait qu'on a, pendant 3000 ans, fait que renouveler les alliances, même les baleiniers, on les a adoptés. Même les premiers Fola ou les migrations wallisiennes qui sont arrivées jusqu'à Kaukelo, chef Nekelo, elles font partie de nous. On a des descendants d'Anglais, on a des descendants de Français, de Wallisiens, de Futuniens, de Papous, de Tangiens. Et on a je veux dire, la coutume, elle permet ça. Alors l'idée, c'est pas que les gens fassent la coutume, loin de là. Mais c'est le postulat de départ, c'est qu'ils puissent déjà s'émanciper de ce qui était, à un moment donné, des préceptes sur lesquels ils ont construit finalement leur manière d'interroger le rapport à l'autre, qui était dans celui de la colonisation un rapport de domination, ou d'être dominé, comme nos frères indonésiens ou wallisiens. Et à partir du moment où les Kanaks se mettent à réclamer leur liberté, on met en danger le processus sur lequel on les a installés eux. Mon idée, c'est ça, c'est de pouvoir réaffirmer cette volonté du nous. Elle se construit aussi que si eux font le chemin vers leur propre histoire. Et que c'est cette histoire-là qu'il faut conjuguer pour pouvoir arriver à affronter finalement les problématiques d'aujourd'hui, les problématiques de la mondialisation, du réchauffement climatique. On ne peut pas les affronter en ayant toujours un regard qui n'est pas braqué vers l'arrière, mais où on a peur de ce qu'il y a derrière nous. Je dis, mais comment tu peux te projeter si tu as peur d'affronter ta propre histoire? Nous, la reformulation permanente, c'est un mot aussi qui vient de la langue. En langue fouaï, quand on dit ce qui est devant toi, c'est naout. Quand on dit ce qui est au temps jadis, c'est naoulé ngenvahi, le temps des vieux avant. Donc ce qu'on connaît finalement, c'est ce qu'on projette. Aujourd'hui, la problématique, elle est posée dans ces termes. Et les gens ne connaissent pas leur histoire. Donc comment pourraient-ils se projeter s'ils n'ont pas les bases sur lesquelles et les jalons qui leur permettent d'avancer sereinement pour assumer leur destinée, d'être des enfants du présent, océaniens, d'influences diverses, Europe, Asie, Pacifique, Mélanésie, et puis faire que ces concepts-là, ils ne leur appartiennent plus non plus. Ils m'appartiennent autant qu'ils leur appartiennent, si je dois conjuguer le nous. Comme la culture kanak, ce n'est pas simplement le fait de parler une langue, c'est aussi le fait d'interroger un rapport à l'esprit, à la communauté de destin, à une gastronomie, mais aussi au respect des anciens, autant que
valeurs de communauté. Donc c'est là où, pour moi, c'est une réalité qui est concrète, mais qu'il faut peut-être à un moment donné formaliser, quoi. Donc c'est là où on trouve le sens, enfin pour nous en tant qu'indépendantistes, dans le projet d'indépendance. C'est c'est la lumière au milieu de la nuit, quoi, parce que c'est aussi ça la colonisation. C'est on nous a enfermés dans des ornières et puis la libération finalement c'est le fait d'enlever ces ornières et de ne pas avoir peur de faire face non seulement à sa propre histoire, mais aussi à affronter finalement les, les opportunités que le présent nous offre. Mais alors, parce que c'est vrai que cette méconnaissance de l'histoire, elle fait quand même des ravages. Le comité des sages nous en a souvent parlé en interview et pas que lui. Et à cette partie de la jeunesse qui crie Kanaki au Kanak, ou qui part du principe que Kanak c'est avant tout une ethnie, quel serait ton message ou ta mise à jour par rapport à cette approche-là? Kanak, ça veut dire homme. C'est ça ma réponse. Je l'ai réécouté dans ton TEDx d'il y a 4 ans. Mais très bien, du coup, Kanak, c'est pas une ethnie. Ça veut dire homme. C'est la revendication d'être un homme du pays. Un homme qui s'accepte et qui connaît son histoire. Kanak, ça veut dire ça. Ça veut dire être capable de partager, être capable de se reconnaître d'abord comme un homme de ce pays et pas d'un autre, finalement. Mais si je suis un homme de ce pays, ça veut dire que je connais mon histoire autant que je connais l'histoire de mon frère qui est à côté. Qui n'est pas de la même couleur, qui n'est pas de la même prière, de la même religion, qui a un rapport différent peut-être au sacré. Et d'accepter d'être différent. Parce que c'est l'acceptation qui nourrit aussi l'altérité, le fait nous, chez vieux, c'est un principe, enfin chez les vieux, quand on est gamin, c'est ce que les vieux ils disent, là où à la tribu, puis dans beaucoup d'endroits où j'ai circulé sur la Grande Terre. Ils disent, Wangim Kuta, il faut changer le sang. Quand tu es un jeune garçon, il faut que tu vas chercher ta moitié, mais dans une autre tribu ou dans un autre village. Et il y a des petits rituels, par exemple sur Kanala, avec un vieux qui est parti, maintenant il s'appelait, c'est la famille Nemba. Il s'appelait Jean-Marie. Et donc il y avait une grosse pierre. Et donc il disait que tu mettais un caillou sur ton pouce, et il est bloqué entre le pouce et le deuxième doigt. Puis il devait jeter le caillou pour savoir où est-ce qu'il allait se marier, où est-ce qu'il allait trouver sa moitié. Si le caillou restait sur le petit caillou, il restait sur la grosse pierre, il allait trouver une femme de la tribu. Puis les mecs, ils étaient découragés, quoi. Ils essayaient au maximum. Mais je veux dire par là que s'il dépassait le caillou, ben voilà, il allait trouver une moitié dans une autre tribu, ou aux îles Loyauté, ou d'ailleurs, quoi. Mais je veux dire par là que voilà, c'est des petits rituels, mais nous, notre existence, elle n'est conditionnée que par l'échange. C'est ça le cœur de notre vie, c'est l'échange. Et qu'on aura de cesse que de réaffirmer ça. Quand on dit Kanaki ou Kanak, mais Kanak ça veut dire homme. Et donc ça veut dire ceux qui sont capables de faire l'échange. C'est le sens du rouge sur le drapeau de Kanaki. C'est le rouge du sang, c'est le rouge des alliances, parce que la vie, elle passe par les hommes. Les hommes, ils ont du sang dans leurs veines, et c'est ceux qui sont capables de se déplacer, de faire les alliances. Donc c'est ça que je pourrais dire. On va conclure sur une dernière notion que je voulais aborder avec toi. Parce que je voulais qu'on parle de la notion de pardon et de réconciliation. Parce qu'on en a beaucoup entendu parler durant nos interviews. Mais
Mais peu importe le temps que ça va nous prendre de l'aborder, cette notion, j'ai essayé de voir, si tu veux, en préparant l'interview, de quelle manière on pouvait en parler tous les deux. Et finalement, je voulais t'en parler comme ça, si tu me permets, parce que c'est aussi comme ça que tu en as parlé toi-même il y a quelques années. Le 4 mai 1989, un an après la signature des accords de Matignon, Djoubeli-Wea, de la tribu de Gossana à Ouvéa, assassine ton père Jean-Marie et Yewene ce jour-là, car il était hostile aux accords. À l'époque, tu as 13 ans. En 2005, la tribu de Tiendanit a reçu la tribu de Gossana dans la cour de la chefferie Djibaou. Tu en parles comme ça, un moment de parole et de réconciliation. Pourquoi? Comment est-ce qu'on fait pour pardonner l'assassinat de son père? Comment est-ce qu'on fait pour prendre ce chemin de réconciliation? Je dirais que pour prendre le chemin de la réconciliation, il faut du temps. Mais il faut grandir avec cette parole-là aussi. Et je pense que ça répond aussi de notre propre éducation. Alors aujourd'hui, on fait des raccourcis très rapides sur le pardon dans l'Église, enfin, le pardon chrétien, quoi, hein. Mais bien se rappeler que le pardon, ça existe chez nous, hein. C'est un des fondements aussi de notre société, qui fait que justement le fait d'être différent, ça nous laisse autant d'opportunités d'apprécier avec le temps, pour la question du pardon, la dimension qui était celle de celui qui a opéré ce geste, cet acte, au moment où il a été fait. Et puis je dirais que il y a aussi notre propre éducation où on dit qu'on fait société et qu'on ne peut pas, en tant qu'indépendantiste, conquérir sa liberté si ceux qui sont à côté de nous sont aussi ont ce poids sur leurs épaules qui leur empêche finalement d'avancer à la pleine lumière et puis de conquérir avec nous la liberté pour notre peuple. Donc il y a aussi notre éducation. Après, une exigence aussi, c'est de vérité. Une exigence de vérité parce que il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de vérité. Et derrière la vérité, c'est la justice aussi. L'acte qui a été commis, il a trouvé une réponse dans la justice. Mais quand bien même cette réponse de justice elle a été donnée, on ne s'est pas réconcilié. C'est parce qu'on a grandi avec en faisant nous-mêmes notre propre cheminement sur le deuil aussi. En prenant le parti que notre manière de faire, c'est que si l'assassinat, la mort, c'est un moment qui est chaud, le processus de deuil, c'est un moment qui est froid. Et il faut que le temps il puisse faire son œuvre aussi. Pour que la justice elle puisse faire son travail, autant que le processus de réconciliation cheminer avec chacun. Là où il est, avec ses propres douleurs, avec ses propres souffrances, avec ses propres incompréhensions, avec ses propres colères aussi. Moi, c'est ça que... sur le chemin de réconciliation et de pardon, il y a ça aussi. Il y a la justice, il y a la vérité. Et je pense que c'est une condition essentielle
Parce que s'il n'y a pas de vérité dans l'acte, s'il n'y a pas de vérité dans ceux qui se font face, ben, c'est un pardon qui n'a pas de sens. Nous, ça a été, comment on va dire ça? Je ne veux pas dire une des conditions, mais aussi, enfin si, on peut dire que c'était des conditions dans lesquelles on a sollicité nos papas, à Yengen, Chichamaki, tout ça, Isaac, Uthang, Maki, Cyril, tous les frères du vieux Djoubeli, avec Pasteur Potin, avec Pasteur Nouida. Ça a été essentiel, l'exigence de vérité. Et on a dit qu'il fallait que nous posions sur la table les questionnements que nous avions le 4 mai 89. Ce questionnement, pour nous, il n'a pas eu de réponse. Ce n'était pas la réponse de la justice qu'on a attendu. Ce n'était pas la réponse de la politique qui n'est jamais venue. C'était la réponse des hommes, des papas, des frères, des grands-pères. C'est cette réponse-là qu'on est parti chercher. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu cette condition-là qui a été cochée que finalement on s'est levé et libéré. Moi, c'est ça ce que je pense, hein, c'est cette dernière condition, vérité là. S'il n'y a pas celle-là, s'il n'y a pas de la sincérité dans les gestes, c'est faux. C'est faux notre travail, c'est faux notre coutume, c'est mentir, c'est... Notre seule exigence finalement c'est celle-là, c'est l'exigence de vérité. Au-delà de la justice, au-delà de la politique, au-delà du temps, c'est l'exigence de vérité. Et c'est parce on s'est dit les choses, on a beaucoup pleuré hein, aussi. Et je pense que le premier travail, ça a été de pleurer et puis de finalement faire le deuil de ce qui s'est passé. Et à partir du moment où on a pu mettre des mots là-dessus, on s'est avancé à la lumière, quoi. Et quand on s'est réconcilié le 17 juillet 2004 à Tiedanit, moi pour te dire, hein, je n'ai pas le souvenir de ce qui s'est passé. Je me souviens juste des paroles que Chichamaki Wea il a fait quand il est rentré dans la cour. Et puis il était à genoux dans la cour. Et lorsqu'il s'est mis à genoux, moi je sais pas, un choc ou un truc. Les premiers mots qu'il a dit, c'est crainte et humilité précèdent mes propos. Et puis là, il a commencé à parler. Et quand il a dit ça, mais je voyais ses genoux sur la pelouse verte de la tribu. C'était silence, tu vois. Sur la pelouse verte de la tribu, on voyait du sang. Du sang qui montait sur son jean. Et puis ce sang voilà, on voyait qu'il était à genoux dans le sang. Toute la cour, pour moi, elle était recouverte de sang. Pas le sang de mon père, mais le sang de tous ceux qui sont morts à cet endroit-là et qui finalement venaient accueillir cette parole de réconciliation. Je me souviens juste que de ces mots, la crainte et humilité précèdent mes propos. Puis demander le pardon à Chibaou. Et puis après, au fur et à mesure qu'il a parlé, on avait déjà procédé aux cérémonies, enfin aux échanges sur la vérité. C'était le silence dans toute la tribu. Même les oiseaux, ils ne chantaient pas. Les arbres, ils étaient figés comme ça en statue, immobilisme. Les cocotiers s'arrêtaient de tanguer, ils ne bougeaient plus. Puis au fur et à mesure qu'il a parlé, je voyais sur son jean le sang qui redescendait. Le jean, voilà, il reprenait sa couleur. Puis toute la pelouse, qui était une pelouse un peu défraîchie, un peu fatiguée, ben là, c'était un peu l'impression d'une marée haute qui descend. La cour de la chefferie, là où elle a bu tout le sang. Elle a bu tout le sang. Et puis après, quand j'ai commencé à reprendre mes esprits, je regarde,
Je vois les sapins et les cocotiers, ça y est, qui commencent à se balancer. Et puis les oiseaux qui chantent. Et puis eux, les gens d'OVA, leur force, c'est la prière et les chants religieux, tempérance, tapéras. Et ben, je te dis, ce jour-là, je crois que j'ai ressenti dans mon cœur, j'ai ressenti dans mes tripes, et même dans la nature qui était autour de nous, là, ce que c'est d'être, voilà, de se réconcilier. Et je pense que il y a une part du sacré qui se joue à ce moment-là aussi. Les esprits, ils se rencontrent. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est réconcilié à la hauteur de ce qu'on s'est déchiré. On s'est haï. C'est là où c'est vraiment important l'exigence de vérité dans la réconciliation, parce que je pense que c'est pour moi la condition ultime de parfaire un chemin de pardon et de réconciliation. Mais pour ça, il faut être courageux, il faut aussi être déterminé, il faut aussi être un peu fou, je pense. Mais nous, en tant que garçons de la tribu, et fils de Jean-Marie Tchibaou, pour nous, ça n'avait pas de sens de ne pas se réconcilier. Et je pense qu'on a été incompris. Hein. Pour beaucoup, même les politiques, pendant un moment, nous en ont voulu. Mais pour moi, c'était une évidence qu'il fallait se réconcilier. C'était pareil pour mon petit frère, Joël. C'est venu un petit peu plus tard pour mon grand frère, Jean-Philippe, mais ça fait partie du chemin dans lequel on grandit. Et puis, on fait le deuil autant qu'on peut, là où on est, avec sa propre compréhension des enjeux qui sont les nôtres et puis qui sont les enjeux des problématiques qu'on traverse au quotidien, quoi. Mais nous, on a choisi de se réconcilier parce que pour que notre pays se lève, il faut se réconcilier. C'est ce que je pourrais dire aussi aujourd'hui, après ce qui s'est passé le 13 mai, il faut se réconcilier, il faut avancer, il faut aller chercher nos petits frères qui sont en colère après nous, parce que c'est leur pays qui sont en train de brûler. Mais il faut aller chercher les vieux qui sont en colère après les petits, nos petits frères, parce que c'est notre avenir qu'on est en train de griller. Donc, c'est l'avenir, ça ne sert à rien si on n'est pas déjà capable de conquérir le présent. Hein. Et le pardon, ça fait partie de ces victoires-là, quoi. Je voulais aborder cette notion de pardon parce que dans nos interviews, et étonnamment pas de la part de gens de la communauté kanak, hein, on a entendu ça avec Nizier Filitoga, diacre d'origine wallisienne, avec Jenny Briffa, calédonienne, avec Claudine Véry. Tous ces gens-là nous ont dit qu'il faudra qu'il y ait un geste de pardon de la part de l'État français. Et donc pour conclure sur cette notion-là, et après avoir entendu ton discours, parce que dans la culture européenne, s'excuser, c'est s'humilier. Pas forcément dans le bon sens du terme, mais en fait, ce besoin de pardon, c'est pas tant un besoin de justice, un besoin politique, qu'un besoin de vérité. C'est ça qu'il faudra conscientiser chez tout le monde pour que ce geste ait lieu. Si tu veux, pour que ce geste-là il ait lieu, quand je dis une exigence de vérité, c'est que avec l'État français, c'est toujours compliqué. Hein. Ils sont forts pour rappeler les obligations que l'on doit vis-à-vis de la France. Mais par contre, eux, ils oublient tout ce qu'ils ont fait chez nous. Là, avant de venir, j'étais avec des Guyanais, des Indiens. On était en train de faire des cérémonies coutumières pour que l'esprit des ossements de ceux qui sont encore conservés ici au Musée de l'Homme puisse repartir, ces restes humains puissent repartir. Donc là, c'est là où je dis que c'est, quand je parle de l'exigence de vérité pour
pour faire ce chemin du pardon, c'est aussi avoir un interlocuteur qui parle à dimension d'homme et qui comprenne la dimension d'homme. Que les engagements politiques, c'est d'abord des engagements d'hommes. Parce que Kanak, c'est d'abord parler à des hommes. Et c'est ça qui fait défaut, je pense, aujourd'hui. C'est quand on a des interlocuteurs qui se drapent dans le bleu, blanc, rouge, en faisant valoir la démocratie, en faisant valoir l'histoire de France, et qu'ils oublient que derrière chaque lumière, il y a aussi une part d'ombre qu'on avait indiquée dans le préambule des accords de Nouméa, mais qu'ils ont du mal à assumer encore aujourd'hui. C'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste d'assumer l'histoire pour ce qu'elle est. Et que si on se doit d'avancer dans cette exigence du pardon, mais il faut dans un premier temps surtout se faire humble par rapport à ce trauma qui n'a jamais été purgé finalement. Moi, c'est ça que je perçois aussi sur l'ensemble de la campagne que j'ai pu faire, les 2 mois qui se sont passés, mais qu'on réclame toujours notre part de justice. Et qu'aujourd'hui, il a réclamé un État qui nous nie, qui nie finalement sa responsabilité dans la colonisation et dans l'héritage de ce système qui maintient aussi pour le coup des équilibres qui sont nés de la colonisation. C'est aliéner finalement toutes les opportunités de réussite, de faire société. Si on n'assume jamais notre passé, on ne peut pas assumer le présent ni se projeter dans l'avenir. C'est là où l'exigence de vérité elle est posée. Et qu'au-delà du préambule, comme on a pu le faire avec les Indiens ou comme on a pu le faire avec l'Afrique, ici la France, c'est juste quoi, il y a 2 ans de ça. Les Algériens qui ont été balancés dans la Seine. L'histoire des événements en Algérie. Les accords d'Évian, ils ont ficelé tout ça sous le socle du politique, mais la rencontre des hommes, elle ne s'est jamais faite. Elle s'est faite peut-être maintenant aujourd'hui avec les descendants. Moi, l'idée, c'est qu'on puisse l'assumer au présent. C'est ce que nous, on a fait aussi en 2004. On a dit, c'est à nous, les vivants, d'assumer cette part-là, et en particulier les acteurs du drame, de se faire face et puis de prendre leurs responsabilités, à la hauteur de ce qui était leurs engagements à l'époque, à la hauteur de ce qui est la volonté aussi de se réconcilier aujourd'hui. Moi, c'est ça que je pense, c'est que c'est une évidence pour moi, mais il faut aussi que celui qui soit en face de nous soit sincère. Parce qu'on a franchement des doutes. Moi, quand on a commencé à parler de la réconciliation aussi de 1917, pour les tirailleurs kanaks qui se sont fait, tous les kanaks qui se sont insurgés contre la campagne de recrutement pour la Première Guerre mondiale, les vieux de chez moi, là-haut, ils ont dit la même chose. Je dis, mais il manque quelqu'un autour de la table. On ne va pas se réconcilier avec les gens de Wailou qui ont été envoyés par l'État français pour mater la rébellion. Il faut que l'État se mette au devant. C'est ça finalement la réalité qu'on rencontre aujourd'hui. C'est de se retrouver à débattre avec nos compatriotes calédoniens qui ne sont pas responsables de la colonisation et que l'État n'assume jamais sa part. Il faut que l'État prenne sa part dedans. Parce que nos compatriotes calédoniens, ils n'ont rien demandé. Il faut qu'il assume. Et puis qu'il détermine aujourd'hui, au terme de l'accord de Nouméa, finalement, quel intérêt il a à nous accompagner pour la poursuite de la décolonisation. Moi, c'est ce que je pense, et le processus du partant, ça doit en faire partie. Mais c'est là où le rapport entre la politique, l'homme et puis le sacré, il est posé aussi. La persistance de ce déni, il n'est pas propice finalement à avancer au-delà que du préambule de l'accord de Nouméa. Il va nous rester juste 2 petites minutes pour te demander d'adresser un message à tous nos compatriotes calédoniens ou résidents en Nouvelle-Calédonie
qui travaillent, qui construisent des choses, qui veulent continuer à se projeter dans l'avenir? Moi, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un prêtre ni un pasteur, hein. Moi, je suis juste un frère, un père, un grand frère, un cousin. C'est juste de témoigner encore de la force et la détermination et la fierté d'être calédonien. Moi, je suis kanak. Mon éducation, ça a été toujours d'aller au-devant des autres. Ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ont des avis différents sur l'avenir, la destinée de notre pays, ils ont le droit. Mais ce pays ne se fera pas dans l'exclusion. C'est ça, ma seule... Il ne se fera que par la rencontre et la vérité de chaque instant qu'on partage. Les plus simples, boire des cafés, boire des coups, comme les plus complexes, des coutumes ou des discussions peut-être avec des politiques. Mais la vérité, c'est aller au-devant les uns des autres et de témoigner de la fraternité d'être calédonien. C'est ça que je pourrais dire. Et je suis aujourd'hui député de la seconde circonscription, c'est de Beleb jusqu'à Mondor, d'Imbéa à Païta, jusqu'à Yaté. Les garçons de chez moi, ils disent content ou pas content. C'est la vérité d'aujourd'hui d'être député. C'est la vérité d'aujourd'hui aussi d'être calédonien et investi dans la volonté de construire ensemble. Donc ça se traduit par des actes, ça se traduit par des rencontres. Et puis si on fait mal, il ne faut pas hésiter à nous rappeler le droit chemin, quoi. C'est ça que je voudrais partager. Puis encore dire à tout le monde courage et force. L'avenir, il appartient qu'à ceux qui se lèvent. Olé Boili, Emmanuel Djibaou, merci beaucoup, monsieur le député.